La sœur de ma femme a amené son nouveau petit ami au dîner de famille. Il était tout ce que je n'étais pas. Costume coûteux, montre tape à l'œil, cette assurance qui vient de n'avoir jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Et dès qu'il s'est assis, il s'est donné pour mission de rappeler à tous ceux présents à cette table à quel point il était meilleur que moi. Ma femme m'a dit d'arrêter de faire honte à la famille quand j'ai essayé de me défendre. Sa mère a acquiescé. Même mon beau-père avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Alors, j'ai fait ce qu'il voulait. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se vanter. Je l'ai laissé se moquer de mon travail, de ma voiture, de ma vie, jusqu'à ce qu'il commette une erreur critique. Il a mentionné où il travaillait. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Et ce qui s'est passé ensuite a fait réaliser à chaque personne à cette table qu'elle avait choisi le mauvais camp. Je m'appelle Gabriel Moreau. J'ai 36 ans et je travaille comme contrôleur senior à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Paris. Ce n'est pas un travail glamour. Personne ne fait de film sur les contrôleurs de la DGCCRF. Nous n'avons pas les bureaux d'angle ou les notes de frais. Ce que nous faisons, c'est faire appliquer les lois de protection des consommateurs, enquêter sur les fraudes et nous assurer que les entreprises n'arnaquent pas le public français. Le salaire est correct, les avantages de la fonction publique sont solides, mais cela ne me rendra jamais riche. Et pendant les 3 dernières années de mariage avec Émilie, cela m'allait très bien jusqu'à ce que sa sœur cadette Camille commence à sortir avec Maxime Beaumont. La première fois que j'ai entendu parler de Maxime, c'était il y a 6 semaines. Émilie est rentrée du déjeuner avec sa sœur absolument rayonnante d'excitation. Gabriel, tu ne vas pas le croire. Camille a rencontré quelqu'un d'incroyable. C'est un cadre supérieur dans une société de conseil dans le 8e. Il conduit une Porsche, a un Penthouse dans le 16e, l'emmène dans tous ses restaurants incroyables. C'est formidable, ai-je dit, sans lever les yeux du rapport que je lisais sur les pratiques de prêts prédateurs. Émilie a froncé les sourcils devant mon manque d'enthousiasme. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureux pour elle. Je suis heureux pour elle, ai-je dit. J'espère qu'il la traite bien. Il l'emmène à Tokyo le mois prochain, a continué Émilie. Première classe, hôtel 5 étoiles. Elle m'a envoyé des photos des endroits où ils vont séjourner. C'est comme dans un magazine. Au cours des semaines suivantes, Maxime est devenu le seul sujet de conversation dans la famille d'Émilie. Sa mère, Françoise, appelait constamment avec des mises à jour sur la nouvelle relation de Camille. Camille dit que Maxime connaît le maire. Camille dit que Maxime vient de conclure un contrat de 20 millions d'euros. Camille dit que Maxime l'emmène à un gala de charité où les billets coûtent 5 000 euros chacun. Chaque appel téléphonique commençait de la même manière. Gabriel, tu ne devineras jamais ce que Maxime a fait maintenant. Puis suivait une liste détaillée de ses derniers exploits. Un week-end improvisé à Monaco, un dîner privé avec un ministre, une montre Patek Philippe offerte à Camille. Juste parce que chaque conversation semblait conçue pour souligner tout ce que Maxime avait et que je n'avais pas. Les comparaisons étaient rarement subtiles. Tu sais, Gabriel, à ton âge, Maxime dirigeait déjà sa propre entreprise, m'avait dit Françoise un jour, comme si c'était un commentaire anodin sur la météo. Émilie a commencé à faire des commentaires aussi. D'abord de petites choses, presque innocentes. Maxime a emmené Camille dans ce nouveau restaurant de viande dans le 7e, celui qu'on ne pouvait pas se permettre pour notre anniversaire. Ou Camille a posté des photos des bijoux que Maxime lui a achetés. Tu as vu la taille de ces diamants? Puis les commentaires sont devenus plus fréquents, plus pointus. Camille dit que Maxime cherche un appartement plus grand. Apparemment, leur appartement actuel fait 180 mètres carrés, mais ce n'est pas assez. Elle a fait une pause significative. Le nôtre fait 75. C'est suffisant pour nous, ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Peut-être, mais ce serait bien d'avoir un peu plus d'espace. Un bureau séparé au moins. Camille a un dressing entier juste pour ses sacs à main. Elle a besoin d'un dressing pour des sacs à main? Émilie m'a lancé un regard. Tu ne comprends pas le point? Non, je comprenais parfaitement le point. Le point était que je n'étais pas Maxime Beaumont, avec sa Porsche et ses connexions et son argent apparemment illimité. Je me mordais la langue et continuais à travailler. Mon travail à la DGCCRF était exigeant, surtout dernièrement. Nous étions au milieu d'une enquête majeure sur plusieurs entreprises exploitant ce que nous soupçonnions être des systèmes de vente pyramidales sophistiqués déguisés en sociétés de conseil légitimes. L'affaire avait commencé 6 mois auparavant avec une plainte anonyme.
Une employée d'une entreprise appelée Stratégie Horizon avait signalé des pratiques commerciales suspectes. Au début, ça semblait être juste une autre petite escroquerie, mais plus nous creusions, plus le réseau s'élargissait. Ces entreprises étaient intelligentes. Elles avaient des bureaux légitimes, des sites web professionnels, même des témoignages de clients satisfaits. Mais sous la surface brillante, la structure était classique. Recruter de nouveaux consultants, leur faire acheter des kits de formation coûteux, puis les pousser à recruter plus de gens. Les seules personnes qui gagnaient de l'argent étaient celles au sommet de la pyramide. Je travaillais 60 heures par semaine à monter des dossiers, coordonner avec les avocats, préparer d'éventuelles poursuites. Mon bureau était couvert de tableaux complexes montrant les connexions entre différentes entreprises, les transferts d'argent, les noms de directeurs qui apparaissaient encore et encore dans différentes sociétés. Tu rentres tard encore, a dit Émilie un soir quand je suis arrivé à 22 heures. Elle était assise sur le canapé, son téléphone à la main, probablement en train de regarder les photos Instagram de Camille. Désolé, grosse affaire en ce moment. Camille et Maxime sont allés voir un spectacle au théâtre des Champs-Élysées ce soir. C'est bien pour eux. Ils ont dîné après au Fouquet's. Maxime connaît le propriétaire personnellement. J'ai enlevé ma veste et me suis affaissé dans un fauteuil. Émilie, je suis épuisée. Est-ce qu'on peut peut-être ne pas parler de Maxime ce soir? Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer quelque chose de scandaleux. Je parle juste de ce que ma sœur fait. C'est ma famille. Je sais, c'est juste... chaque conversation tourne autour de Maxime maintenant. Peut-être parce que Camille est heureuse et veut partager sa vie avec nous. Tu as un problème avec ça? Non, bien sûr que non. Mais je l'avais. Pas avec le bonheur de Camille, mais avec le message sous-jacent que tout le monde semblait envoyer. Je n'étais pas assez bien. Mon travail n'était pas assez prestigieux. Mon salaire n'était pas assez élevé. Ma voiture n'était pas assez chère. Je n'étais pas Maxime Beaumont, et c'était apparemment un défaut fondamental de caractère. Puis est venue l'invitation au dîner. La mère d'Émilie voulait organiser un dîner de famille pour que tout le monde puisse rencontrer Maxime correctement. Le ton dans la voix de Françoise quand elle a appelé a clairement indiqué que ce n'était pas optionnel. Gabriel, j'attends de toi que tu aies le meilleur comportement, a dit Françoise, son ton rappelant celui d'un parent avertissant un enfant difficile. Maxime a beaucoup de succès et de relations. Nous ne voulons pas qu'il pense que la famille de Camille est en dessous de lui. En dessous de lui. Comme si nous étions des paysans recevant la royauté. Je suis sûr qu'il ira bien, ai-je répondu, redoutant déjà la soirée. Nous sommes tous des adultes civilisés. Oui, bon, essaie juste d'être positif. Et peut-être que tu pourrais parler de quelque chose d'autre que le travail. Personne ne veut entendre parler de problèmes de consommateurs pendant le dîner. D'accord, Françoise, je ferai de mon mieux. Émilie a été plus directe quand elle en a parlé plus tard. Elle était dans la salle de bain, se maquillant, et je pouvais voir son reflet dans le miroir, ses lèvres pincées en une ligne mince de détermination. « S'il te plaît, ne parle pas de travail », a-t-elle dit sans me regarder. Personne ne veut entendre parler de réglementation gouvernementale et de violation de conformité pendant le dîner. De quoi devrais-je parler alors? Le temps? Les résultats sportifs? Je ne sais pas. Sport? Actualité? Essaie juste d'être sociable pour une fois. Je me suis arrêté à mi-chemin en nouant ma cravate. Pour une fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est retournée, son rouge à lèvres à moitié appliqué. Ça veut dire que tu peux être un peu distant, fermé. Maxime est charmant et extraverti, et je veux juste que tu fasses un effort. C'est tout. Je fais toujours un effort. Vraiment? Parce que la dernière fois que nous sommes allés chez mes parents, tu as à peine dit 2 mots. J'étais fatigué. J'avais travaillé toute la semaine. Tu es toujours fatigué. Tu travailles toujours. Peut-être que si tu prenais un peu de temps pour socialiser, pour réseauter, tu ne serais pas coincé au même poste depuis 4 ans. Cela m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Quand étais-je devenu l'embarras qu'Émilie devait gérer? L'homme qu'elle devait s'excuser d'avoir épousé? Je ne suis pas coincé. Je fais un travail important. Je sais que tu le crois, a-t-elle dit, se retournant vers le miroir. Mais important ne paie pas les factures aussi bien que, ce que Maxime fait. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Elle avait raison d'une certaine manière. Maxime avait l'argent, la voiture, le style de vie. Et moi, j'avais des tableaux sur un mur de bureau et un sens de satisfaction morale qui ne payait pas pour des vacances aux Maldives.
Le dîner était prévu pour samedi soir chez Françoise et Michel à Neuilly. Émilie a passé 3 heures à se préparer, essayant 4 robes différentes avant de s'installer sur la plus chère qu'elle possédait. Une robe noire moulante de Sandro qu'elle avait achetée en solde, mais qui, selon elle, avait l'air cher. Tu dois te changer, a-t-elle dit, regardant mon pantalon chino et ma chemise boutonnée, avec un mélange de déception et d'incrédulité. Maxime va porter un costume. Je suis à l'aise comme ça. C'est juste un dîner de famille. Gabriel, s'il te plaît. Sa voix avait pris ce ton suppliant que je détestais. Juste cette fois, peux-tu essayer d'avoir l'air prospère? Avoir l'air prospère. Tu veux dire prétendre être quelqu'un que je ne suis pas? Je veux dire avoir l'air de faire un effort. Est-ce trop demandé? J'ai changé pour mon seul bon costume, celui que je portais aux réunions importantes au travail. Il avait 5 ans et avait été retouché quand je pesais 5 kilos de moins. Mais il devrait faire l'affaire. Le pantalon était un peu serré à la taille, et la veste tirait légèrement aux épaules. Mais dans la lumière tamisée d'un dîner, peut-être que personne ne remarquerait. Émilie m'a regardé de haut en bas et a soupiré. Ça devra aller. Nous avons roulé jusqu'à Neuilly, dans notre Citroën C3 de 7 ans. Le trajet a pris 35 minutes dans la circulation du samedi soir et Émilie vérifiait son maquillage dans le miroir du pare-soleil toutes les quelques minutes, appliquant plus de gloss, ajustant son eyeliner, vaporisant un peu plus de parfum. Tu es nerveuse, ai-je observé. Je ne suis pas nerveuse. Je veux juste avoir l'air bien. Tu es toujours belle. Elle ne m'a pas regardée. Merci. Quand nous nous sommes garés devant la maison de ses parents, il y avait déjà une Porsche 911 argentée stationnée dans l'allée, brillant sous les réverbères comme un trophée, ses courbes élégantes rendant notre petite Citroën encore plus pathétique en comparaison. C'est la voiture de Maxime, a dit Émilie inutilement, sa voix teintée d'admiration. Je l'avais deviné. Tu penses que c'est le nouveau modèle? Je n'en ai aucune idée. Camille a dit qu'il a une collection. 4 voitures, une pour chaque saison. Elle avait plaisanté. Nous sommes sortis de la voiture et Émilie a lissé sa robe encore une fois. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Et, ai-je dit doucement, touchant son bras, tout va bien se passer. Elle m'a donné un petit sourire. Je sais, et c'est juste d'être toi-même, mais peut-être une version plus lumineuse de toi-même. Maxime Beaumont était exactement ce que j'attendais. Fin vingtaine, peut-être 29 ou 30. Cheveux parfaitement coiffés, en un style à la fois décontracté et manifestement cher. Un costume qui coûtait probablement plus que mes mensualités de prêt immobilier. Le tissu avait ce lustre subtil qui ne vient qu'avec les costumes sur mesure de créateurs italiens. Ses boutons de manchette étaient en or blanc, discrets, mais indubitablement de valeur. Il avait ce charme pratiqué que les gens riches développent. Le genre qui fait que tout le monde dans la pièce se sent comme la personne la plus importante qu'il ait jamais rencontrée. C'était une compétence, je le réalisais, cultivée soigneusement à travers des années de dîners d'affaires et d'événements de réseautage. Quand nous sommes entrés, il tenait court dans le salon, Françoise et Michel suspendus à ses lèvres, tandis que Camille était assise à côté de lui avec une expression que je ne peux décrire que comme adoratrice. Sa main reposait possessivement sur son genou, et elle le regardait comme s'il était en train de révéler les secrets de l'univers au lieu de raconter une histoire sur un déjeuner avec un banquier d'investissement. Gabrielle, Émilie, a appelé Françoise, nous faisant signe avec un enthousiasme qu'elle réservait généralement pour les grandes occasions. Venez rencontrer Maxime. Nous parlions justement de son dernier voyage d'affaires à Dubaï. Nous nous sommes approchés et Maxime s'est levé avec un mouvement fluide et athlétique, tendant sa main avec un sourire qui montrait trop de dents, toutes parfaitement blanches et alignées. Gabrielle, c'est ça? Émilie m'a tant parlé de vous. Vraiment? J'espère que c'était de bonnes choses. La poignée de main de Maxime était ferme, à la limite de l'agressive, le genre de poignée de main qui établit une domination. Ses mains étaient douces, manucurées, avec une montre à son poignet qui aurait pu payer mes dépenses de 2 ans. Absolument. Elle a mentionné que vous travaillez pour le gouvernement. DGCCRF, c'est ça? Ça doit être intéressant. La façon dont il a dit « intéressant » rendait clair qu'il voulait dire « ennuyeux », prévisible, sans imagination. Son sourire ne vacillait pas, mais ses yeux avaient déjà commencé à parcourir la pièce, cherchant quelqu'un de plus important avec qui parler. « Ça a ses moments », ai-je répondu, conscient qu'Émilie me regardait, attendant que je dise quelque chose d'impressionnant. Je parie,
La conformité réglementaire, essentielle pour maintenir l'ordre du marché. Il a dit cela avec le ton de quelqu'un qui a lu une fois un article sur le sujet et qui croit maintenant qu'il comprend tout le domaine. Bien que je doive dire, les réglementations peuvent parfois étouffer l'innovation. Mais c'est un débat pour une autre fois, je suppose. Le dîner a plutôt bien commencé. Françoise s'était surpassée, servant des plats comme si nous étions dans un restaurant étoilé. Il y avait des huîtres en entrée, suivies d'un foie gras mi-cuit, puis un gigot d'agneau avec des légumes de saison. Les vins étaient chers, choisis par Michel de sa cave personnelle pour impressionner. Maxime dominait la conversation, racontant des histoires sur des affaires, des rencontres avec des célébrités et des vacances exotiques. Chaque histoire était conçue pour rappeler à tout le monde à quel point il était bien connecté, à quel point il était riche, à quel point sa vie était excitante. Camille, nous pensons aux Maldives pour le Nouvel An, a-t-il dit, coupant son agneau avec des mouvements précis. J'ai un ami qui possède un resort privé là-bas. Seulement 6 villas sur toute l'île. Complètement exclusif. Tu es déjà allé aux Maldives, Gabriel? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Dommage. C'est incroyable. Bien sûr, il faut connaître les bons resorts. Les endroits touristiques sont affreux, pleins de familles bruyantes et de jeunes mariés budget. Mais si tu as des relations, il y a ces villas privées que la plupart des gens ne connaissent même pas. J'ai un type qui s'occupe de tout ça pour moi. Un concierge de luxe. Il peut arranger n'importe quoi. Michel, le père d'Émilie, était clairement impressionné. Ça doit être agréable d'avoir ce genre d'accès. Maxime a haussé les épaules modestement, mais ses yeux brillaient de plaisir. Tout est une question de qui vous connaissez. Les affaires, c'est vraiment des relations. Vous construisez le bon réseau, tout le reste suit. L'argent, les opportunités, tout ça découle naturellement quand vous êtes connecté aux bonnes personnes. Il m'a regardé en disant cela, et j'ai eu la sensation distincte qu'il suggérait que mon problème était que je ne connaissais pas les bonnes personnes, que j'étais coincé dans un travail gouvernemental médiocre parce que je n'avais pas son type de relation. Françoise s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gabriel, pourquoi ne dis-tu pas à Maxime ce que tu fais? Je suis sûr qu'il trouverait ça fascinant. Émilie s'est raidie à côté de moi. Je travaille pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ai-je dit simplement. Oh, a dit Maxime, son intérêt s'estompant déjà. Le travail gouvernemental. Qu'est-ce que cela implique exactement? Nous protégeons les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses, enquêtes, applications, ce genre de choses. Maxime a hoché la tête lentement, ce sourire condescendant s'élargissant. Donc, vous êtes essentiellement un bureaucrate. Je pouvais sentir la main d'Émilie sur ma jambe sous la table, m'avertissant de ne pas m'engager. Quelque chose comme ça? Ça ne doit pas bien payer, non? Les salaires gouvernementaux sont publics. Vous gagnez probablement quoi? 50, 60 000 euros par an? La table s'est tue. Le visage d'Émilie était rouge. Avant que je puisse répondre, Maxime a continué. Ne me comprenez pas mal. Il faut bien que quelqu'un fasse ses boulots. La société a besoin de gens prêts à travailler pour moins que ce qu'ils valent. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Camille a ri. Vraiment ri du mari de sa sœur qui se faisait insulter. L'entreprise de Maxime vient juste de décrocher un contrat de conseil avec 3 entreprises du CAC 40. C'est un monde complètement différent. J'en suis sûr, ai-je dit calmement. Françoise est intervenue rapidement, détournant la conversation. Maxime, parlez-nous plus de ce gala de charité la semaine prochaine. Oh, ça va être incroyable, a dit Maxime, heureux de revenir à son sujet favori. Le ministre sera là. Plusieurs députés, PDG de toutes les grandes entreprises de Paris. Les billets coûtent 10 000 euros le couple, mais c'est vraiment une question de relation. Une conversation au bon événement peut mener à des contrats d'une valeur de millions. C'est le genre de choses que Gabriel ne comprendrait jamais. Travailler pour le gouvernement, vous n'évoluez pas vraiment dans ce monde. Vous ne faites que pousser des papiers pendant que le reste d'entre nous crée vraiment de la valeur. La main d'Émilie s'est resserrée sur ma jambe. « S'il te plaît, ne fais pas de scène », a-t-elle chuchoté. Je n'en avais pas l'intention. Françoise acquiesçait à tout ce que Maxime disait. Nous sommes si fiers que Camille ait trouvé quelqu'un d'aussi accompli. Michel s'est éclairci la gorge inconfortablement, mais n'a rien dit. Maxime s'est penché en arrière dans sa chaise, visiblement amusé. Sans offense, Gabriel, mais je ne sais pas comment vous faites. Travailler dans un boulot gouvernemental de 9h à 17h. Conduire une
C'était quoi? Émilie a dit une Citroën. Il l'a dit comme une maladie. Gagner à peine assez pour s'en sortir en regardant tous les autres réussir. Je deviendrais fou. Peut-être que certaines personnes sont juste câblées différemment. Certains d'entre nous ont besoin d'excitation, de défis, du frisson de conclure de gros contrats. D'autres se contentent de la médiocrité. Le mot médiocrité a flotté dans l'air comme de la fumée. J'ai vu Émilie se crisper. Camille souriait, clairement ravie que son petit ami remette le mari de sa sœur à sa place. Françoise avait l'air satisfaite, comme si Maxime avait confirmé tout ce qu'elle avait toujours pensé de moi. Même Michel, qui avait toujours été gentil avec moi, ne croisait pas mon regard. Maxime, a dit Émilie faiblement, c'est un peu dur. Je suis juste honnête, a répondu Maxime. Inutile d'enrober la réalité. Gabriel semble être un type assez sympa, mais soyons réalistes. Il ne gagnera jamais de vrai argent dans le travail gouvernemental. Il ne conduira jamais de Porsche ou n'emmènera Émilie à Tokyo ou ne vivra le genre de vie que Camille et moi construisons. Ce n'est pas sa faute. Il n'a juste pas l'ambition. Certaines personnes sont des leaders, d'autres des suiveurs. Il faut de tout pour faire un monde. C'est là qu'il a fait son erreur critique. La société de conseil pour laquelle je travaille, nous traitons ça tout le temps. Nous aidons les entreprises à optimiser leur modèle d'affaires, maximiser la rentabilité. Parfois, cela signifie de la restructuration. Parfois, cela signifie trouver de nouveaux marchés. Parfois, cela signifie de l'ingénierie financière créative. Nous nous appelons Apex Solutions Stratégiques. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons été beaucoup dans les actualités dernièrement. J'en avais entendu parler. En fait, j'avais passé les 4 derniers mois à monter un dossier fédéral contre eux. Mon téléphone était dans ma poche contenant la documentation qu'Apex Solutions Stratégiques exploitait un système de vente pyramidal sophistiqué qui avait escroqué plus de 15 000 personnes d'environ 60 millions d'euros. Il recrutait des gens avec des promesses de retour élevés sur investissement, utilisait l'argent de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents et employait des tactiques de vente agressives qui ciblaient spécifiquement les populations âgées et vulnérables. Quelque chose dans mon expression a dû changer parce que Maxime l'a remarqué. C'est quoi cette expression? Vous en avez entendu parler? Oui, ai-je dit tranquillement. Nous sommes une des sociétés de conseil à la croissance la plus rapide d'Île-de-France, a continué Maxime, inconscient. Je viens de conclure un tour de financement majeur. 20 millions d'euros d'investisseurs en capital risque qui voient le potentiel dans ce que nous construisons. Mon package de rémunération l'année dernière était de plus de 400 000 euros. Et je ne suis même pas encore associé. Dans 2 ans, je gagnerai facilement dans les 7 chiffres. C'est la différence entre ce que je fais et ce que vous faites, Gabriel. Je crée de la valeur. Je construis la richesse. Vous ne faites que brasser des papiers et toucher un chèque du gouvernement. Émilie était mortifiée. Gabriel, a-t-elle dit urgemment. N'en parlons pas? Mais je n'avais pas fini d'être silencieux. En fait, Maxime, j'ai besoin de vous demander quelque chose sur votre entreprise. Le sourire de Maxime s'est élargi. Bien sûr, allez-y. Heureux d'expliquer comment les vraies affaires fonctionnent. Comment exactement Apex Solutions Stratégiques génère-t-elle des revenus? Est-ce principalement par des frais de conseil ou est-ce plus dépendant du recrutement de nouveaux clients qui recrutent ensuite d'autres clients dans une structure à plusieurs niveaux? Maxime a cligné des yeux. Nous avons plusieurs flux de revenus. C'est assez complexe. Donc, les gens que vous recrutez, ils perdent des frais d'adhésion pour rejoindre le programme. Correct. Et ensuite, ils sont encouragés à recruter d'autres avec des structures de commission qui favorisent lourdement ceux au sommet de la pyramide. La table était devenue très silencieuse. Le sourire de Maxime s'estompait. Je n'aime pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, ai-je dit calmement. J'énonce des faits sur le modèle d'affaires de votre entreprise. Des faits que mon équipe à la DGCCRF a passé 4 mois à documenter. La couleur a quitté le visage de Maxime. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le fichier que j'avais examiné ce matin même. Maxime Beaumont, vice-président senior de l'acquisition de clients chez Apex Solutions Stratégiques, aussi connu comme directeur du recrutement dans les documents internes. Rémunération directement liée au nombre de nouveaux investisseurs que vous amenez dans le système, avec des bonus particuliers pour recruter des individus de plus de 65 ans. La table a explosé. De quoi parle-t-il? A demandé Camille. Émilie me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer.
Maxime était debout maintenant, son visage rouge. Vous n'avez pas le droit de m'enquêter personnellement. Je ne vous ai pas enquêté personnellement, ai-je dit. J'ai enquêté sur votre entreprise. Vous vous trouvez juste être un des acteurs clés dans une organisation frauduleuse qui est actuellement sous enquête fédérale pour exploitation d'un système de vente pyramidale illégal, fraude électronique et ciblage de populations vulnérables. Françoise secouait la tête avec incrédulité. Gabriel, c'est ridicule. L'entreprise de Maxime a beaucoup de succès. Ils ont des investisseurs légitimes. J'ai tourné mon téléphone pour que tout le monde puisse voir l'écran. Voici des documents internes d'Apex obtenus par assignation fédérale. Celui-ci montre la vraie structure de revenus. 93% de l'argent qui entre chez Apex Solutions Stratégiques vient des frais de recrutement payés par de nouveaux clients. Moins de 7% vient de vrais services de conseil. C'est la définition de manuel d'un système de vente pyramidal. J'ai fait défiler vers le document suivant. Cet email est de Maxime à son équipe de recrutement. Il félicite quelqu'un nommé Justine pour avoir réussi à faire pression sur une veuve de 72 ans pour qu'elle investisse toutes ses économies de retraite. 45 000 euros. On lui avait dit qu'elle doublerait son argent en 6 mois. Au lieu de ça, elle a tout perdu. Fils de pute, a dit Maxime, mais sa voix tremblait. Ces documents sont confidentiels. Ce sont des preuves, ai-je corrigé, dans une enquête fédérale qui est en cours depuis mars. Nous avons le témoignage de plus de 200 victimes. Nous avons des dossiers financiers montrant exactement comment l'argent circule dans votre organisation. Nous avons des appels de vente enregistrés où votre équipe fait de fausses promesses sur des retours garantis. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour de multiples condamnations criminelles. Camille pleurait maintenant. Maxime, dis-leur que ce n'est pas vrai. Maxime textait frénétiquement sur son téléphone, probablement appelant son avocat. Françoise avait l'air d'avoir reçu une gifle. Émilie me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue. Le penthouse chic, ai-je continué, est loué, pas possédé. La Porsche est financée à un taux qui ferait tourner la tête de toute personne raisonnable. Le voyage à Tokyo a été payé avec une carte de crédit d'entreprise financée entièrement par l'argent volé aux victimes. Le compte bancaire personnel de Maxime, selon les dossiers que nous avons assignés la semaine dernière, montre un pattern de vie bien au-delà de ses moyens réels, financé par des commissions frauduleuses. Michel a finalement parlé. Est-ce que quelque chose de ceci est vrai, Maxime ? Le visage de Maxime était un masque de rage et de peur. Je n'ai pas à écouter ça. Vous n'avez pas le droit de discuter d'une enquête en cours. En fait, ai-je dit, l'enquête n'est plus en cours. Elle s'est conclue mardi dernier. Le bureau du procureur prépare les actes d'accusation. J'estimerais que vous avez environ 2 semaines avant que les agents fédéraux se présentent à votre porte avec des mandats d'arrêt. Le silence qui a suivi était absolu. Maxime a attrapé sa veste et est sorti en trombe sans un mot de plus. Camille a couru après lui, sanglotant. Françoise et Michel restaient figés, le dîner élaboré qu'ils avaient préparé soudainement sans importance. Émilie me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. « Tu savais ?» a-t-elle dit tranquillement. « Tu savais tout ça quand nous sommes entrés ici ce soir ?» Je savais que son entreprise était sous enquête, ai-je confirmé. Je ne savais pas qu'il passerait le dîner à se moquer de moi et à m'appeler médiocre. Cette partie était juste un bonus de divertissement. « Mais tu l'as laissé !» a dit Émilie. « Tu l'as laissé t'humilier devant toute ma famille. » Je l'ai laissé révéler exactement qui il est, ai-je corrigé. Et j'ai laissé ta famille me montrer exactement où je me situe avec eux. Françoise, je me suis tourné vers ma belle-mère. Vous m'avez dit d'avoir le meilleur comportement ce soir. Vous ne vouliez pas que j'embarrasse Maxime. Mission accomplie. Je n'ai pas dit un mot pendant qu'il passait 2 heures à expliquer à quel point ma carrière était sans valeur et à quel point ma vie était pathétique comparée à la sienne. Michel, le père d'Émilie, a finalement trouvé sa voie. Gabriel, je n'avais aucune idée. Aucun de nous n'en avait. Vraiment ? Ai-je demandé. Vous l'avez entendu se vanter de son entreprise ? Vous l'avez entendu parler d'aider les entreprises à maximiser les profits par l'ingénierie financière créative. Vous l'avez entendu mentionner cibler les clients âgés. Tous les signaux d'alarme étaient là, mais vous étiez trop impressionné par la Porsche et les voyages à Tokyo pour poser des questions. Le visage de Françoise est devenu rouge. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas ? Je me suis levé. Maxime Beaumont est exactement le genre de personne que mon travail existe pour arrêter.
C'est un escroc qui s'attaque aux gens vulnérables et utilise l'argent pour financer un style de vie conçu pour impressionner des gens comme vous. Et quand il est entré dans votre maison ce soir, au lieu d'être sceptique de quelqu'un de trop beau pour être vrai, vous avez tous décidé que j'étais le problème, parce que je ne conduis pas de Porsche, parce que je ne peux pas me permettre d'emmener Émilie à Tokyo, parce que je travaille dans un emploi gouvernemental qui compte vraiment au lieu d'escroquer les gens de leurs économies de retraite. Émilie pleurait maintenant. Gabriel, je suis vraiment désolé. J'aurais dû te défendre. C'est vrai, ai-je dit simplement. Tu aurais dû. J'ai quitté la maison et suis rentré seul. Émilie est restée chez ses parents cette nuit-là. Le lendemain matin, elle est rentrée tôt. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je lisais le journal dans notre salon, buvant du café comme si c'était un dimanche matin normal. D'accord, ai-je dit. J'écoute. J'avais tort, a dit Émilie, s'asseyant en face de moi. Toute ma famille avait tort. Nous nous sommes laissés prendre par le glamour et l'argent. Et nous t'avons traité comme si tu n'avais pas d'importance. J'en avais, ai-je corrigé. Je n'en avais juste pas autant que la Porsche de Maxime et son histoire de succès bidon. Émilie a grimacé, mais n'a pas argumenté. Ma mère a appelé ce matin. Elle et mon père veulent s'excuser. Vraiment? Ou veulent-ils s'excuser parce qu'ils sont embarrassés d'avoir été dupés? Probablement les deux, a admis Émilie. Camille est dévastée. Elle croyait vraiment que Maxime tenait à elle. Moi, il tenait probablement à elle à sa façon, ai-je dit. Les sociopathes sont capables d'affection. Ils se priorisent juste au-dessus de tous les autres. Émilie est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je t'ai traité comme Maxime traitait ses victimes âgées. Que veux-tu dire? Tu fournis sécurité, stabilité, vraie attention, mais j'ai couru après la fantaisie de quelque chose de plus excitant, quelque chose de plus tape à l'œil. Je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez parce que tu ne correspondais pas à un idéal matérialiste auquel j'avais adhéré. Elle pleurait de nouveau. Tu es assez, Gabriel. Ton travail compte. Ce que tu fais protège les gens, et j'ai été trop superficiel pour l'apprécier. Je voulais rester en colère. Une partie de moi pensait que je devrais la faire travailler plus dur pour le pardon. Mais la vérité était que la reconnaissance d'Émilie de ce qu'elle avait fait signifiait quelque chose. Elle ne trouvait pas d'excuses, elle assumait. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Mais les choses doivent changer, Émilie. J'ai besoin de savoir que tu es de mon côté, même quand je ne suis pas la personne la plus impressionnante dans la pièce. Même quand quelqu'un d'autre a plus d'argent, ou une meilleure voiture, ou une vie plus excitante. Surtout alors. Tu as raison, a dit Émilie. Je ferai mieux. Je promets. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation Maxime Beaumont a explosé exactement comme je l'avais prédit. Les agents fédéraux l'ont arrêté avec 4 autres cadres d'Apex Solutions Stratégiques. L'entreprise a été fermée, les actifs saisis et les victimes ont été dirigées vers un processus de réclamation fédérale. L'histoire a fait les actualités locales, puis nationales, quand les journalistes ont creusé dans combien de personnes avaient été escroquées. Camille appelait Émilie tous les jours, alternant entre désespoir et colère. Comment ai-je pu être si stupide? J'ai vu les signes, je ne voulais juste pas y croire. Françoise a appelé pour s'excuser formellement. Gabriel, je t'ai jugé injustement. Tu essayais de nous avertir à ta façon et j'étais trop impressionné par les mauvaises choses pour écouter. Michel a envoyé un email étonnamment réfléchi. Il a reconnu qu'il avait toujours été mal à l'aise avec Maxime, mais n'avait pas fait confiance à ses instincts parce que tous les autres semblaient si certains. Ce dîner est devenu un tournant pour la famille d'Émilie. Françoise a commencé à me demander sur mon travail, écoutant vraiment quand j'expliquais ce que je faisais. Michel m'a invité à déjeuner, juste nous deux, et à poser des questions sur comment repérer les escroqueries financières. Même Camille, une fois qu'elle s'est remise du chagrin, semblait me regarder différemment. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'ai témoigné sur l'enquête, expliqué comment nous avions monté le dossier et regardé la défense de Maxime Beaumont s'effondrer sous le poids des preuves. Il a été condamné à 8 ans de prison fédérale. Ses co-accusés ont reçu des peines similaires. Le juge a fait remarquer que les gens qui s'attaquent aux vulnérables méritent les peines les plus lourdes que la loi permet. Émilie était dans la galerie du tribunal à regarder. Après, elle a pris ma main alors que nous sortions du palais de justice. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit. « Pas parce que tu as humilié Maxime au dîner, bien que j'admette que c'était satisfaisant à regarder. Je suis fière parce que tu fais un travail qui compte vraiment. Tu protèges les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.
Ça vaut plus que toute Porsche. 6 mois après, nous avons acheté une nouvelle voiture. Rien d'extraordinaire, juste une Peugeot fiable qui correspondait à notre budget et nos valeurs. Mais Émilie a insisté sur une chose. Elle voulait faire un autocollant. Il disait: Mon mari est contrôleur et c'est un héros. C'est ringard et embarrassant, et je l'adore. Parfois, les gens demandent à ce sujet au feu rouge ou dans les parkings. Émilie raconte toujours l'histoire. Pas toute l'histoire, mais assez sur comment j'ai arrêté un homme qui faisait du mal aux gens, et comment elle a appris que le vrai succès ne se mesure pas en compte bancaire ou voiture de sport. Il se mesure dans les vies que vous protégez et l'intégrité que vous maintenez, même quand tout le monde autour de vous court après quelque chose de plus brillant. Je vois encore Françoise et Michel régulièrement. Nous avons des dîners de famille, bien que l'atmosphère soit différente maintenant. Il y a plus de respect, plus de vraies conversations. Françoise me demande sur mes affaires, celles dont je peux parler. Michel veut comprendre comment les enquêtes fédérales fonctionnent. Ils sont tous les deux devenus des défenseurs de la protection des consommateurs, partageant des informations sur les escroqueries avec leurs amis et avertissant les autres d'être sceptiques des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. Camille a finalement recommencé à sortir. Elle est plus prudente maintenant, plus sceptique, mais aussi plus authentique. Elle a dit à Émilie que regarder l'arrestation de Maxime lui a appris que le caractère compte plus que le charisme, que les gens tranquilles et stables qui ne cherchent pas l'attention sont souvent ceux qui font vraiment du travail important. Quant à ce dîner, c'est devenu une légende familiale. La nuit où Gabriel a démoli l'escroc. Françoise raconte l'histoire au fait, bien qu'elle omette les parties où elle m'a dit de me comporter et s'inquiétait d'impressionner Maxime. Michel prétend qu'il savait que quelque chose clochait avec Maxime depuis le début, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je le laisse faire. Émilie raconte la version la plus exacte. Elle ne cache pas ses erreurs ou ne prétend pas qu'elle m'a soutenu depuis le début. Elle assume le fait qu'elle était impressionnée par les mauvaises choses et a appris une dure leçon sur ce qui compte vraiment. Et moi, je suis retourné au travail à la DGCCRF, poussant toujours des papiers, gagnant toujours mon salaire gouvernemental, conduisant toujours une voiture qui ne fera jamais tourner les têtes. Mais je dors bien la nuit, sachant que le travail que je fais protège les gens qui ont besoin de protection. Que le travail tranquille et ennuyeux dont Maxime Beaumont se moquait est exactement le travail qui l'a amené à la justice. Parfois, je pense à ce dîner et à ce qui se serait passé si Maxime n'avait pas été si arrogant. S'il avait juste été poli, gardé sa bouche fermée, ne pas passer 2 heures à expliquer à quel point il était supérieur à tous les autres à cette table. Peut-être qu'il s'en serait tiré plus longtemps. Peut-être que l'enquête aurait pris un chemin différent. Mais l'arrogance est généralement ce qui fait tomber les gens comme Maxime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont besoin que tout le monde sache à quel point ils sont intelligents, à quel point ils ont du succès, à quel point ils sont meilleurs que tous les autres. Et ce besoin d'impressionner, cette faim désespérée de validation, les rend négligents, les fait se vanter de choses qu'ils devraient garder secrètes, les fait mentionner le nom de leur entreprise à un dîner de famille où un contrôleur fédéral se trouve assis tranquillement en prenant des notes. Et il n'y a rien de plus dévastateur pour un escroc que quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Les gens les plus impressionnants, souvent, n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Ils font juste leur travail, protègent leur communauté et laissent leur travail parler pour lui-même. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.